Confiné, bonjour. Et je dis tout cela évidemment avec un grand sourire. Vous voici au cœur de l'automne. Vous êtes chez vous, vous êtes dans un fauteuil, dans un canapé, vous êtes bien calé, l'ordinateur sur les genoux, euh, vous êtes douillettement installé et vous êtes prêt. L'ordinateur devant vous, finalement, c'est une porte vers l'imaginaire, c'est une porte vers une bibliothèque que l'on pousse, ou la porte d'un café, où l'on retrouverait l'un ou l'autre copain avec qui on va discuter, on va deviser. Mais là, vous êtes confiné. Ça veut donc dire que vous êtes avec vos enfants, 25 ans d'écart, entre vous, peut-être 30 d'ailleurs, et vous n'avez pas les mêmes questions, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, vous n'avez pas la même énergie, le même humour, vous n'avez pas les mêmes silences, les mêmes passions, vous n'avez pas les mêmes désordres. Finalement, est-ce qu'il est si aisé de cohabiter, de s'asseoir avec 2 ou 3 générations sous un même toit et sur le même canapé? J'espère que toute la famille est réunie autour de vous pour ce webinaire, du plus grand au plus petit, j'ose cette fois-ci dire, du plus jeune au plus âgé. Et si vous êtes chef d'entreprise, vous devez, vous, manager plusieurs générations. Ça, c'est dans votre quotidien. Des jeunes et des moins jeunes. Ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas le même rang. Peut-être d'ailleurs, les jeunes pensent-ils qu'ils ont des compétences nouvelles que les anciens n'ont pas. Peut-être que les anciens pensent-ils que leur expérience va tenir lieu de galon et que ça, il faut respecter. Donc, à la maison comme en entreprise, la bienveillance entre les uns et les autres est-elle possible? Est-elle recommandée? Voilà la question qui va nous retenir aujourd'hui. Et sur cette question, nous allons croiser 2 regards. 2 regards d'experts. Je vous les présente, Julien Estier et Robert Larsonneur. Julien, bonjour. Eh bien, bonjour. Robert, bonjour. Bonjour. Et vous venez de voir qu'ils ne sont pas de la même génération. Robert, je commence avec vous. Je précise que vous dirigez un centre de formation en hypnose thérapeutique et un autre d'ailleurs consacré à la programmation neurolinguistique, qu'aujourd'hui vous avez 2 centres, 2 adresses, l'une à Paris et l'autre à Valence. Vous enseignez les neurosciences, vous êtes diplômé de cytologie, l'étude des cellules, vous êtes diplômé d'histologie, l'étude des tissus, et parmi les tissus qui vous intéressent le plus, depuis votre plus jeune âge d'ailleurs, c'est le cerveau. Ce sont les synapses, ce sont toutes ces cellules qui sont dans notre tête. Ma question est la suivante. À 20 ans ou à 60 ans, a-t-on le même cerveau? Ou bien est-ce que le cerveau vieillit également? Alors, le cerveau s'enrichit en permanence. C'est ça qui est extraordinaire. Et je dirais qu'en dehors de pathologie, eh bien, notre cerveau est l'organe qui vieillit le moins. Voilà. Et d'ailleurs, pour qu'il reste en forme, il faut le faire travailler. Donc, allez-y, faites travailler votre cerveau. Vous allez continuer à produire de nouvelles synapses, de nouvelles connexions. Et donc oui, c'est très très important. Et le cerveau, d'ailleurs, n'a pas beaucoup évolué. Je pense que si Socrate, il y a 2400 ans, pouvait revivre aujourd'hui, son cerveau serait tout à fait en état d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre aujourd'hui. Et je suis sûr que ce serait un champion de l'internet, etc. C'est-à-dire que le cerveau d'un être humain, il y a 2400 ans, était à peu près le même qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Robert. Julien Estier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes jeune. Il y a 16 ans, vous avez créé votre entreprise Lynx. C'est une structure dédiée au développement des talents et des compétences. Vous êtes également formateur, vous êtes conférencier et vos domaines de prédilection sont le management et l'organisation professionnelle. Votre conférence d'ailleurs sur le management des jeunes générations a été déjà vue par plus de 20 000 personnes, tout secteur d'activité confondu, tout public confondu. Vous êtes administrateur également du blog magénération.xyz. Il faut ici que je détaille comment on l'écrit. MA-6 génération.xyz. Vous avez mis au point également une méthode discursive pour gérer les mails sur Outlook.
Et pour être tout à fait complet, je dois ajouter que vous êtes également animateur d'un groupe GERME. Alors GERME, c'est un acronyme, je vais le dire autrement, c'est un groupe, un club de cadres supérieurs qui se réunit chaque mois autour d'un thème pour progresser ensemble. Ce que vient de dire Robert sur le cerveau, finalement, on a le même cerveau à peu près, en tous les cas, si on l'a fait travailler entre 60 et 20 ans, fin de la discussion, non? Alors, fin de la discussion ou presque. Ben, ça va me permettre de rebondir sur une anecdote assez amusante. C'est que souvent, quand on parle de génération, et en particulier des jeunes générations, il y a toujours cette question, alors on en reparlera sans doute tout à l'heure, de savoir, mais alors, jusqu'à quel âge est-on jeune et à partir de quel âge est-on jeune? Et tout à l'heure, Robert parlait du cerveau. Ben, je vais faire une petite boutade sur le sujet. Et moi, j'aime bien dire qu'au-delà de tous les chiffres, de toutes les études qui ont été faites, il y a un indicateur très pertinent pour savoir si celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui sont jeunes ou pas. Vous allez voir, c'est un indicateur qui est implacable. C'est que si vous avez commencé à dire que être jeune, c'est surtout dans la tête, et ben voilà, vous le savez, vous n'êtes plus jeune. Et ça, c'est un indicateur qui est très pertinent pour savoir si vous faites partie encore des jeunes générations. Robert, votre réaction là-dessus? Être jeune, c'est être ouvert et apprendre des choses nouvelles. Ça serait ma définition à moi, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julien. Alors, Julien, j'aimerais poursuivre avec vous. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Est-ce que vous vous entendiez bien ou est-ce que vous vous entendez bien avec vos parents et vos grands-parents? Absolument. D'un côté familial, relationnel, tout s'est très bien passé. Et moi, ce qui m'a donné cette envie d'investir cette question de la collaboration, de la bienveillance intergénérationnelle, n'est pas nécessairement le prisme de la famille, mais c'est surtout le prisme du monde du travail. C'est-à-dire que j'ai été très tôt très fasciné de rencontrer des professionnels, vraiment dans des horizons très diversifiés, qui étaient armés de très bonne volonté pour organiser, pour développer la coopération intergénérationnelle dans leurs équipes, et d'être à certains moments consterné du décalage entre l'intention et la réalité. Et très tôt, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ces personnes qui ont tellement envie de bien faire passent, pour beaucoup, à côté de ce qui est pour moi l'essentiel? Et c'est de là qu'est venue cette inspiration et cette envie de me dire, bah, à moi d'être acteur et de proposer ma vision, mon parti pris, pour réussir à créer ce lien de façon très pratico-pratique, très opérationnelle, pour que chacun puisse s'y retrouver et que cette collaboration générationnelle puisse être pérenne. Robert, dans votre expérience professionnelle, est-ce que vous avez vu naître aussi cette cohabitation entre générations et avez-vous assisté aussi à ces bonnes volontés et puis finalement parfois à ces blocages? Alors moi, ce que je pense, pour ce qui est des générations, mais pour plein d'autres choses, c'est que la différence est une richesse. Et donc, du coup, dans mon centre de formation, on va rencontrer des personnes de cultures différentes. Donc ça, c'est une vraie richesse d'échanger. De générations différentes, ça va aller de 18 ans pour les plus jeunes qui se forment chez nous, jusqu'à 82 ans. On a eu un stagiaire de 82 ans qui est venu en formation, qui avait lui-même avant un centre de formation, et donc il continue encore et encore à apprendre. Et moi, ce que j'aime, ce sont ces échanges, cette vraie richesse qui existe. Et je pense que Julien, dans l'entreprise, va parler aussi de complémentarité, de richesse, d'échange, avec une ouverture d'esprit, une disposition intérieure, de curiosité et d'intérêt vis-à-vis de personnes qui ont des différences pour les unes notées sur le livret de famille et sur d'autres sur le lieu où elles sont nées, etc. Donc c'est pour moi les différences générationnelles s'inscrivent dans un ensemble plus global qui va être les différences culturelles, sociales, familiales, individuelles et générationnelles. Vous allez vite en matière, Robert, mais merci beaucoup. Si vous voulez, on démarre par le début, très très simplement, très calmement. Qu'est-ce qu'une génération? Qu'appelle-t-on une génération? Et je pose la question à tous les deux. Hein, voilà, je ne vous demande pas une définition du dictionnaire, vous l'avez bien compris, mais comment vous voyez le périmètre d'une génération? Julien. Alors, cette question du périmètre d'une génération est une question épineuse parce que il y a les textes, il y a ce que l'on en dit
et il y a la réalité. Je voudrais partager avec vous, Thierry, une réaction à chaud sur chacune de mes interventions. Inévitablement, à un moment donné, arrive la question, mais alors, quelles sont ces tranches d'âge? Et alors, sur la question des tranches d'âge, moi, j'arrive avec mon parti pris. Je présente le découpage qui est fait de façon un peu ironique au début. Et à chaque fois que je présente, il y a toujours quelqu'un qui fronce les sourcils et qui dit, mais attendez, je comprends pas, vous avez fait un découpage, mais moi, j'appartiens pas à ce découpage, mais je me ressens dans mes attentes, dans mon mode de fonctionnement, à une autre génération. D'autres disent, mais alors, qu'est-ce qui se passe le 31 décembre quand on change de génération? Et puis, il y avait le découpage des générations avant, quand le monde changeait plus doucement. Et puis, il y a le découpage aujourd'hui. Moi, je vais prendre un exemple. Thierry, vous m'avez posé la question tout à l'heure des relations avec la famille. Je ne peux que rebondir sur cette notion-là pour parler à celles et ceux qui nous regardent, qui ont peut-être la chance d'avoir 2 ou 3 enfants qui ne sont espacés que de 3 ou 4 ans. Donc, on est bien en deçà de ce que devrait être une génération. Et des parents qui constatent qu'il y a à peine 2 ou 3 ans d'écart et qu'ils ont vraiment cette sensation que c'est une autre génération. Et donc, le découpage traditionnel qui, moi, dans mon métier, était plutôt fait entre 20 et 17 ans, à peu près une génération, aujourd'hui, ça me nuise de plus en plus. Et pour savoir la durée d'une génération, moi, j'ai plus envie de m'intéresser au monde qui change et à la vitesse des transformations. Et là, on aura des clés de réponse. Alors, Robert, parce que Robert, vous opinez du chef sur toute la réponse. Oui. Du coup, je vous en prie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Julien. Évidemment, je vais aborder ça sous un angle différent, mais cet angle va converger. Je dirais qu'un individu, les comportements d'un individu vont être fonction de son système de référence, c'est-à-dire qui se construit à partir de tous les événements que j'ai vécus dans mon existence. On a parlé de l'enfance. Si, par exemple, à l'âge de 7 ans, j'assiste à une noyade, eh bien, je vais construire dans mon système de référence que l'eau, c'est dangereux. Eh bien, pour une génération, selon moi, il va y avoir aussi un système de référence. Et ce système de référence, ça va être les grands événements. Alors, par exemple, c'est vrai qu'une guerre comme la guerre 39-45 a marqué une génération. Voilà. Et puis après la guerre 39-45, donc à partir des années 46, il y a eu le développement de la richesse. Bon, la génération qui est née dans ces années-là, elle a vécu avec la facilité pour l'enrichissement. Par exemple, c'est les fameux baby boomers, quoi. Après, il y a eu des gens qui ont connu le chômage de masse. Et c'est vrai que ça les a influencés dans leur comportement de vivre ça. Et c'est la fameuse génération X et ainsi de suite. L'arrivée d'Internet par la suite. Bientôt pour la génération Alpha. Alors vous ne savez peut-être pas, mais j'ai une compagne qui a 35 ans et j'ai un bébé qui vient d'avoir hier 4 ans. Voilà. Eh bien, c'est la génération Alpha. Eh bien, c'est vrai que la génération Alpha, qui est née qui a commencé dans les années à peu près 2010, elle va se développer avec l'intelligence artificielle, qui va continuer à arriver, et puis elle va se développer très probablement, et ça je l'avais pas prévu quand j'ai écrit mon article, avec la crise sanitaire. Voilà. Et lorsqu'on a offert un ballon, lorsqu'on a donné un ballon à ma fille, qu'elle note quelque chose dessus pour l'envoyer dans le ciel, on lui a dit « Quel est ton souhait ?» Et alors, le souhait qu'elle a écrit, c'est ne pas avoir le coronavirus, voilà, et que le confinement se termine. Évidemment, quand j'étais enfant, les virus, je connaissais même pas, et évidemment le confinement non plus. Mais elles, ce sont des mots naturels chez elles. En fait, il n'y a pas d'anxiété par rapport à ça. Elle vit ça. Donc, je pense que chaque génération va être marquée par les grands événements, progrès techniques, guerre, crise sanitaire, etc. Et va se constituer un réseau de croyances qui va faire naître des comportements en fonction de ces grands événements. Voilà. Alors après, rien n'est figé. C'est ce que a très bien montré Julien par rapport déjà à sa propre expérience personnelle. Rien n'est figé, tout peut être changé. Simplement, si je vis l'instant présent avec une grande intensité, eh bien, du coup, j'ai plus de chances de ne pas être emmuré dans ma génération. Enfin, pas dans ma génération, mais dans les caractéristiques de ma génération plutôt. Voilà.
Et moi, j'ai, par exemple, toujours été fan des progrès techniques, l'intelligence artificielle, je l'attends avec impatience, la 5G, etc. Voilà, donc toutes les personnes, c'est une invitation, hein. Voilà, vivez l'instant présent. Voyez les choses de façon optimiste, positive. Il y a plein de choses formidables qui vont se produire, même à cause du coronavirus. Julien, sur cet aspect-là. Eh bien, je rejoins évidemment tous les propos qui viennent d'être tenus et je vais rebondir sur l'actualité, sur le coronavirus. Tout à l'heure, il a été question de l'impact pour la génération alpha, mais moi j'ai envie de dire, même pour des plus vieux, enfin plus jeunes que nous, mais des plus vieux, on a aujourd'hui 2 500 000 étudiants qui sont dans cette problématique et qui le vivent intensément, et on va avoir 700 000 jeunes là qui sont arrivés depuis le mois de septembre sur le marché du travail, qui vont être confrontés à une situation où une grande majorité d'entre eux va être en concurrence avec des personnes surqualifiées, vont très vraisemblablement être sous-payés par rapport à leur niveau. C'est un choc terrible pour l'alternance et pour l'apprentissage. Ils ont une perte de confiance en eux et déjà que l'arrivée sur le marché du travail, au-delà des apparences, est vécue comme une profonde angoisse pour beaucoup de jeunes, en tout cas celles et ceux avec lesquels je travaille, d'ailleurs quel que soit leur niveau, qu'on travaille avec des jeunes ingénieurs qui sortent de prestigieuses écoles d'ingénieurs ou avec des jeunes qui sont accompagnés par des missions locales et des maisons de l'emploi. On ressent cette angoisse-là qui s'explique d'ailleurs dans de nombreux comportements. Et je rejoins complètement l'impact des grands événements et les comportements stéréotypés qui ont été évoqués tout à l'heure. Lorsque j'interviens en entreprise, c'est tellement flagrant. Et peut-être, je voudrais en prendre un événement que je trouve assez fantastique. Alors Thierry, vous avez parlé tout à l'heure de génération X. Vous avez compris, les X, c'est ceux qui sont pas encore plus âgés que les anciens, et c'est pas encore ceux qui sont jeunes, c'est ceux qui sont entre les deux. Je propose de pas mettre de barrière pour le moment, mais s'intéresser à cette génération X, comme l'a dit tout à l'heure notre professeur parmi nous, qui nous a dit effectivement que eux ont connu la précarité, ils ont connu le chômage, et il y a une situation qui est très intéressante. C'est le sujet des retards dans le monde de l'entreprise. Vraiment des retards, des arrêts, des jeunes qui s'arrêtent. Et je voudrais prendre un exemple, si on s'amuse par exemple à imaginer un X, pour bien contextualiser les propos qui ont été tenus. Imaginez un X qui toute sa vie a bossé fort, parce que c'était difficile, parce que c'était dur. Un X qui vraisemblablement, lorsqu'il était encore enfant et qui, à l'âge de 7 ans, il courait le long de la piscine, et puis il tombe le long de la piscine, il s'écorche le genou. Ce jeune enfant de 7 ans, à cette époque, dans ce contexte, quand il a rencontré ses parents lui ont asséné des t'en verras d'autres, t'avais qu'à pas courir, je te l'avais dit, j'espère quand même pas que tu vas te mettre à pleurer parce que t'es un garçon et qu'un garçon ça pleure pas. Enfin, toute sa vie, il a été conditionné, il y a eu une pression terrible sur cette idée d'être fort, Et ça en fait des professionnels pour une grande partie des X quand même, qui, par exemple, lorsqu'ils sont malades, ne vont surtout pas s'arrêter parce que ce sont celles et ceux qui sont faibles qui s'écoutent. Mais non, il faut y aller. Même malades comme un chien, ils ont été bossés. Mais vraiment à ne pas s'écouter. Et quand on voit aujourd'hui le taux de burn-out et qu'on écoute les histoires qui se cachent derrière le burn-out, on entend souvent cette histoire de « je l'ai vu arriver la vague ». Mais j'étais prêt, j'étais fort, j'allais la traverser. Et cette vague, elle passe et elle frappe fort et c'est dur. Et quand on voit aujourd'hui celles et ceux qui, pendant une grande partie de leur vie professionnelle, se sont accrochés, ont été forts, ont résisté, qui découvrent aujourd'hui de jeunes collaborateurs qui arrivent sur le marché du travail et qui, dès qu'il y a un petit rhume, s'arrêtent 5 jours. Parce que on va quand même pas aller travailler en étant malade. D'ailleurs, c'est une question qui est intéressante avec le contexte d'aujourd'hui. On se rend bien compte qu'il y a des enjeux qui sont irrationnels. Un X va forcément tomber dans le cliché, la caricature et va dire, voilà, les jeunes, ils s'écoutent trop, de toute façon, ils sont pas impliqués, ils ont pas envie de bosser. Mais c'est pas une question d'argumentaire, il s'est passé quelque chose avant. Ça se passe au niveau du cerveau et je crois que c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et donc, ces événements-là, ils sont évidemment très marquants et je voudrais aussi rebondir sur un point, si je peux me permettre, Thierry. Allons-y, Julien, allons-y. J'ai entendu parler tout à l'heure de richesse et je ne peux que rejoindre ce point-là. Une des difficultés vécues aujourd'hui par beaucoup d'entreprises, c'est des entreprises qui, par leur secteur d'activité, ont du mal à recruter des jeunes. Ils essayent, ils ont eu des déceptions, il y a eu quelques cas caricaturaux qui font qu'ils arrivent très doucement à un constat de se dire, bon, allez, les jeunes, ça y est, on a assez donné, maintenant on arrête. Et tout d'un coup, on se retrouve avec des équipes qui ne sont plus intergénérationnelles, des équipes qui sont plus mixées. Et de l'autre côté, des jeunes startups qui sont elles aussi armées de clichés et d'idées reçues sur les plus âgés, qui se disent, restons entre jeunes parce que bon, est-ce qu'ils vont savoir utiliser Slack? Et ils seraient surpris. Moi, j'ai ma grand-mère qui a 92 ans, qui est sur Instagram. Donc,
cette idée de les cartes sont tellement mélangées et cette richesse. Moi, j'ai toujours dit que la richesse, elle naît quand autour de la table, tout le monde a un point de vue différent, quand les gens sont pas d'accord. Et c'est de là que va naître la créativité, l'innovation, la richesse. Mais si tout le monde pense pareil, on arrête de créer, on arrête d'innover. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. C'est le piège. Moi, je milite à 200% pour que les équipes soient intergénérationnelles parce que c'est une chance. C'est vraiment une chance. Alors, merci beaucoup à tous les deux, c'est vraiment passionnant. Vous nous avez dit jusqu'à présent, vous nous avez dit ceci, en réalité, si je résume, une génération se caractérise par un système de référence. Elle a vécu un temps qui a commencé à formater, donc des grands événements, qui ont commencé à formater sa façon de penser, des idées reçues, des schémas de pensée, et tout cela contribue, avez-vous dit, à un réseau de croyances. Voilà, grosso modo, avec ça, on peut déterminer une génération. Premier point. Et donc, vous en avez cité quelques-unes jusqu'à la génération alpha, celle d'aujourd'hui. Mais vous avez dit aussi, attention, une fois qu'on a dit ça, il est évident que, vivant le moment présent, vous allez pouvoir déjouer ou commencer à déjouer ces pronostics ou cette appartenance typiquement à telle ou telle génération. Et puis merci beaucoup Julien pour les exemples que vous avez pris et qui nous permettent de bien comprendre qu'en entreprise ou ailleurs également, on a effectivement parfois des incompréhensions ou bien parfois des ingrédients tels que la richesse est présente. Et ça, tous les deux, vous avez insisté sur ce point-là, de la différence va naître la richesse. Dites-moi, pourquoi avant, on n'a jamais parlé de génération? Je m'explique. On est aujourd'hui, nous sommes bien d'accord, dans une révolution incroyable. Mais le monde en a connu d'autres. Enfin, je veux dire, depuis 1830, il y a déjà eu 3 révolutions industrielles. Et que je sache, dans nos livres d'histoire, on n'a jamais parlé de telle génération, la génération de la vapeur, la génération de l'électricité. On n'a jamais parlé de tout cela. C'est seulement maintenant. Pourquoi seulement maintenant? Dites-moi. Alors, je pense qu'avant, on parlait tout simplement de jeunes et d'anciens. Les anciens étaient ceux qui ne travaillaient pas, qui ne travaillaient plus. Il faut voir que ça, c'est le premier aspect. Autrefois, il y avait 2 handicaps qui étaient quand même assez sérieux. Par exemple, au niveau des yeux, si vous aviez une cataracte, eh bien, à 60 ans, vous ne pouvez plus travailler. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On vous répare ça très très vite en une matinée. Si vous aviez une prothèse de hanche, eh bien ça donnait des personnes qu'on voyait assises sur des bancs avec une canne parce qu'ils pouvaient plus se déplacer, ils pouvaient plus travailler. Donc il y avait les jeunes, enfin ceux qui travaillaient, puis les anciens. Là, les choses changent. Les choses changent d'abord parce que la santé a fait des progrès considérables et donc on peut être efficace et travailler, être productif et apporter des choses dans l'entreprise très très tard par rapport à son âge. Et puis le dernier aspect, le troisième, je dirais, c'est depuis que l'humanité existe, il n'y a jamais eu de changement aussi rapide que ceux que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire que là, les changements, c'est même plus sur une génération, quoi, en fait. Hein. Il y a à peu près une quarantaine d'années, voire on va être très large au niveau des chiffres. Hein. Eh bien, le micro-ordinateur n'existait pas. Internet n'existait pas, le téléphone portable n'existait pas. Tout ce qui fait notre vie, qui aujourd'hui est une évidence, n'existait pas. Et donc, les changements technologiques ont été considérables. Et aujourd'hui, ils sont encore plus rapides puisque vous êtes à peine formé à un logiciel, qu'il y en a un nouveau qui apparaît. C'est-à-dire que vous êtes en formation permanente pour ce qui est de l'informatique, etc. Et donc, les générations se succèdent à un rythme beaucoup plus, les générations telles qu'on les a définies tout à l'heure, à un rythme beaucoup plus soutenu qu'avant. Avant, une fois que vous saviez quelque chose, vous saviez pour toute votre vie. Aujourd'hui, quand vous savez quelque chose, c'est pour 5 ans. Et donc, ça va nécessiter une grande plasticité au niveau de l'apprentissage. Voilà. Et donc, du coup, ça va dépendre du conditionnement. Julien a parlé tout à l'heure de conditionnement. Moi, je parlerai, c'est la même chose, je parle de programmes mentaux, mais c'est pareil. Nous sommes conditionnés, en tout cas certains d'entre nous, et nous avons des programmes mentaux qui font que certains pensent qu'à partir d'un certain âge, on peut plus apprendre, que les nouvelles technologies, c'est pour les uns et pas pour les autres, ça sera difficile, etc.
Et c'est ça les véritables barrières. En fait, les véritables barrières sont au niveau de ce que Julien a appelé le conditionnement, au niveau des programmes, etc. Parce que on a tellement de choses à s'apporter. C'est quand même les uns les autres. C'est tellement dommage de devoir créer des liens, des lois, pardon, pour obliger les entreprises à intégrer des seniors. Tout le monde devrait avoir envie, quoi. Et les startups devraient s'enrichir de l'expérience. Enfin, tout ça devrait être un brassage. Et là, on est obligé de créer des lois pour pallier, disons, à ce conditionnement. Est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui de vivre en famille avec ses enfants, du coup? Dites-moi. Enfin, je pose une question, peut-être que vous n'avez pas la réponse, hein, et je comprendrai très bien. Alors, vivre en famille, aujourd'hui, pour faire la continuité entre Thierry, votre question précédente et celle-ci, moi, j'ai envie de vous parler de pourquoi on n'a pas parlé de génération avant. Alors, pour l'anecdote, hein, la génération avant les baby-boomers s'appelait génération silencieuse. Peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup entendu. Et au-delà de cette anecdote, moi, j'ai envie de rajouter aux propos qui ont été tenus par Robert, je voudrais aussi parler de continuité. C'est-à-dire que par le passé, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, hein, pour répondre à votre question Thierry, il y avait une continuité entre les générations, même si certains prenaient des chemins légèrement obliques, qui dérivaient un peu sur le côté, il y avait quand même une continuité dans les générations. Et pourquoi on en parle à ce point aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une situation de rupture. Je vais vous donner un exemple très concret que je rencontre régulièrement. Hein. Imaginez la scène suivante. Une mère qui rentre à la maison et qui découvre voilà sa fille 17 ans qui rentre à la maison et qui dit maman, ça y est, je sais ce que je veux faire dans la vie, maman, je vais monter ma boîte. Mais on a une maman, donc pour le coup X, hein, vraisemblablement, qui tout d'un coup, elle s'est construite sur l'effort, sur le diplôme, sur l'intégration d'entreprise, qui tout d'un coup va dire à sa fille, mais enfin, ma chérie, mais tu te rends pas compte, mais ta première expérience, c'est un tremplin sur l'avenir, mais tu te rends pas compte comment c'est important, il faut que tu aies un grand groupe, une entreprise sécurisante, mais prépare-toi à te surinvestir au travail comme ta mère l'a fait. Et là, on va avoir une jeune génération qui va répondre avec un sourire et une sincérité terrible, qui va répondre, eh ben, tu vois, maman, moi, mes enfants, je les verrai grandir. Moi, maman, ils seront pas élevés par des parents absents. Et là, tout d'un coup, c'est là où, Thierry, on a une rupture. Et c'est cette rupture qui rend le sujet d'actualité. On a une jeune génération qui, aujourd'hui, regarde ses parents, pour beaucoup, hein, et qui se disent, mais comment vous avez pu faire ça? Comment vous avez pu accepter ça? Et qui s'inscrivent aujourd'hui en décalage, en rupture, voire même en rejet. Et on le voit dans l'actualité, Thierry, je suis sûr que ça ne vous a pas échappé, le hashtag #OkBoomers, qu'on a vu fleurir partout depuis le début de l'année 2019. Alors, les jeunes générations ont dit OK boomers pour taxer la condescendance des générations plus âgées sur eux. Et puis alors forcément, les générations plus âgées sont dit OK, ben nous on va inventer le syndrome de Peter Pan. Et on va dire que les jeunes générations finalement, comme Peter Pan, elles ont pas envie de grandir et elles vivent dans des utopies et des fantasmes. Et les jeunes répondent eh bien justement, on va vous prouver que c'est possible, on va vous prouver que ça existe. On a vu ce qui s'est passé avec Greta Thunberg et l'énergie qu'elle a déployée, le décalage. Il y a même aujourd'hui des associations d'étudiants de tous secteurs qui s'unissent pour signer ensemble une charte qui fait qu'ils s'engagent à ne jamais travailler pour les entreprises du monde d'avant, des entreprises polluantes, des entreprises qui ne sont plus dans la réalité. Et donc Thierry, moi j'ai envie de dire que ce sujet des générations n'a jamais été autant d'actualité parce que l'actualité le met évidemment en avant sur les réseaux sociaux, il y en a même certains qui parlent de choc générationnel, d'affrontement, de conflit, alors que c'est tellement plus subtil. Robert, vous avez aujourd'hui par exemple, votre fille de 4 ans, quel regard vous portez? Voilà, ça c'est intéressant, c'est presque l'exemple que vient de donner Julien. Vous savez, à chaque fois que des parents ont des enfants ils ont des enfants et qu'ils grandissent, eh bien, ils vont apprendre des nouveaux mots. Des nouveaux mots qui sont appris à l'école, des nouvelles opinions, des nouvelles croyances, et ils vont, alors pour les uns s'adapter au langage et puis aux croyances, et puis pour les autres résister. Voilà, comme cette maman qui est heurtée par sa fille qui veut créer une entreprise. Voilà. Tout est là en fait. C'est encore une fois, je pense que Julien a prononcé un mot tout à l'heure qui était le mot de conditionnement. Nous sommes conditionnés. Enfin, certains sont conditionnés par leur génération plus que d'autres. Il y a des parents peut-être qui diraient tu veux créer ta boîte, c'est génial quoi en fait. Et moi je connais un monsieur comme ça, sa fille, c'était un de nos stagiaires, sa fille avait fait des études de commerce international,
7 ans d'études, etc. Et puis un jour, elle vient voir son père à la fin de ses études et elle dit bah, papa, finalement, j'ai pas envie de faire ce métier. Moi, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Et comme j'ai pas les compétences, je vais repartir en CAP cuisine et puis etc. Et ben le papa, il a dit mais écoute, si c'est ça qui te passionne dans la vie, vas-y, fonce quoi. Alors que d'autres auraient dit non, il faut que tu amortisses tes efforts et l'argent que tu as dépensé. Je pense que ce qui est important, c'est de se laisser emmener par sa passion, ses envies, etc. Et des choses, des mots qui autrefois, pour lesquels on avait une grande méfiance. Hein, lorsque les enfants disaient autrefois à leurs parents oh, j'ai envie, je suis passionné par ça. Les parents disent, oh là là, où tu vas là? Attends, calme-toi, sois tranquille. Et aujourd'hui, c'est la passion qui, à mon avis, doit nous guider les uns ou les autres. On est dans un monde qui bouge, et tous les gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire des choses, ils ont un avantage considérable. Voilà. Et ça, quelle que soit leur génération, moi, je viens de créer une entreprise il y a 6 mois, en plus de la mienne. Donc, et quand je parle de ma retraite, je dis que je vais la prendre dans une 40aine d'années. On espère vous entendre longtemps encore, hein, pendant des décennies. Merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, aujourd'hui, simplement aujourd'hui, d'après l'expérience que vous en avez, et l'un et l'autre, est-ce que les choses, de ce point de vue, deviennent plus ou moins bienveillante, on s'écoute plus qu'avant entre générations, précisément parce que les différences sont là, ou bien sentez-vous qu'il y a de la stigmatisation, qu'il y a de l'opposition? Par exemple, quand je dis stigmatisation, enfin on l'a tous entendu, hein, les jeunes seraient individualistes, égocentriques, impatients, infidèles, ils auraient des valeurs différentes, ils contesteraient la hiérarchie, les règles, etc., etc. Les jeunes, restez avec nous, hein, restez avec nous, je vous assure. Surtout, ne prenez pas ça pour vous. Je dis, on l'entend. Bon, alors, dites-moi, on en est où là-dessus? Alors, si je peux me permettre de prendre la parole, je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Hein. On a beaucoup parlé de conditionnement jusqu'à présent. Là, on se pose la question et de l'écoute. Et en fait, la subtilité qu'on découvre aujourd'hui avec les jeunes générations, c'est que le monde change. Des fois, le changement fonctionne naturellement. Et puis, des fois, il y a des choses qui se passent. Par exemple, la jeune génération aujourd'hui, elle souffre d'un conditionnement inversé. Je m'explique. Il y a eu un conditionnement qui a été fait, qui a été mis en place par notre société, qui laisserait croire que la jeune génération, elle est indépendante et autonome. À celles et ceux qui, comme moi, reçoivent des lettres de motivation, des CV à longueur de journée, on découvre sur les lettres de motivation, je suis indépendant et autonome, parce que la société laisserait croire aux jeunes générations que c'est important d'être indépendant et autonome, qu'il faut le rappeler aux entreprises quand elles candidatent, quand elles arrivent. Eh bien, ce faux conditionnement, je dis un faux conditionnement parce que on a une jeune génération qui est persuadée, par exemple, d'être indépendante et autonome parce que ça correspondrait à la norme de leur génération. Et puis, d'autre côté, moi, quand je rencontre des managers, des responsables RH, des chefs d'entreprise qui me disent, mais Julien, nous, on ressent un profond décalage. Une jeune génération qui, en entretien, va revendiquer cette indépendance et cette autonomie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, les managers disent aux jeunes, ok, très bien, allez-y, vous venez d'arriver, et ils les lancent dans le grand bain. Et ils découvrent au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 2 ou 3 mois, tout de suite de la casse. Des jeunes qui ont une rupture, qui renouvellent pas leur période d'essai. Et il y a dans le monde de l'entreprise, des personnes qui s'interrogent en disant, mais alors, attendez, on nous parle du conditionnement de la jeune génération à être indépendant et autonome, et on découvre qu'en fait, pas du tout. Eh ben, c'est exactement ça. On a quelque chose ici qui est hyper subtil, qui est très intéressant, c'est que si on s'intéresse au niveau de la société, on a une jeune génération qui, en partie, a été élevée par des parents hélicoptères. Alors, je le schématise très vite parce que le temps est court, mais les parents hélicoptères… Non, on a du temps, Julien, on a du temps. Très bien. Alors, je synthétise, mais pas trop court. Des parents hélicoptères, si je le résume, c'est des parents qui, souffrant d'un sentiment de culpabilité, soit parce qu'ils ont trop travaillé, soit parce qu'ils ont divorcé, soit parce qu'ils ont raté des moments essentiels de la vie de leurs enfants, ont développé une posture où dès qu'il se passe quelque chose dans leur vie, ils surgissent de nulle part et ils règlent tous les problèmes. J'ai la chance de travailler beaucoup pour l'éducation nationale et je peux vous dire que quand on questionne les enseignants sur le poids des parents lors des réunions parents-professeurs, il y a beaucoup d'anecdotes très intéressantes à raconter. Même en entreprise, on a encore des parents qui appellent « Bonjour, mon fils cherche un stage », des parents qui viennent avec leurs enfants à leurs entretiens. Et dans la vie personnelle, j'ai lu récemment que même lors de la galette des rois, alors j'ai un petit peu d'avance, mais il y a encore 68% des parents qui trichent pour que leurs enfants aient la fève. C'est-à-dire qu'on a des parents omniprésents qui s'occupent de tout, qui gèrent tout. Et puis, d'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On découvre une jeune génération
qui est persuadée d'être indépendante et autonome et qui se rend pas compte qu'au-dessus d'eux, une main pilote, une main gère. Et lorsqu'ils arrivent en entreprise armés de « je suis indépendant et autonome », les entreprises sont, de par ce faux conditionnement, invitées, tentées de bâcler complètement, par exemple, le processus d'intégration de ces jeunes générations d'entreprises. Et là, c'est dur pour tous ces jeunes, mais vraiment, c'est quelque chose de complexe. Et en même temps, ils me disent, mais Julien, c'est ce qu'ils nous demandent. Mais alors, il faudrait pas donner ce qu'ils demandent. Mais alors, qui doit faire le premier pas? Comment on s'organise? Et cette cacophonie peut être source de clichés, de stéréotypes, de décalage. Et c'est là où, dans le monde de l'entreprise, il est urgent et important de réagir. Voilà. Robert, de nouveau, pour vous, comment voyez-vous la chose, cette subtilité-là entre les générations, ou bien s'agissant de la dernière génération? Oui, ce que Julien fait référence là, en psychologie, je dirais au soi, ce soi personnel, individuel, ce que je suis, et le soi social, c'est-à-dire l'image que l'on veut donner. On avance souvent le soi social, qui est dicté évidemment par tout un ensemble de croyances culturelles, etc. Et donc il y a un hiatus important entre les deux, c'est-à-dire ce que l'on est et ce que l'on devrait avoir l'air d'être. Voilà. Et donc ça crée une jolie cacophonie, comme l'a dit Julien tout à l'heure. C'est pour ça que, en tout cas moi, ce que je vais prôner, en fait, c'est de retrouver son équilibre et sa vérité personnelle. Et donc il y a un travail de développement de soi à réaliser, c'est-à-dire être soi. Et on voit bien que plus ça va et plus les entreprises vont être friandes de personnes qui sont, je dirais, en bonne relation avec elles-mêmes. Parce que quand on est en bonne relation avec soi, eh bien, on développe de l'estime de soi, de la confiance aussi en soi, de bonnes relations avec les autres. Ça me semble très très important parce qu'aujourd'hui, le travail dans l'entreprise, c'est un travail d'équipe. On doit travailler ensemble. Vous savez, dans mon centre de formation, le slogan, premier, c'est le plaisir d'apprendre et d'avancer ensemble. Et je mets toujours ensemble en majuscule. Voilà. Et donc bonne relation avec les autres et bonne relation avec le monde. Voilà. Alors quand on a ces trois choses-là, bonne relation avec soi, avec les autres et avec le monde, et bien à ce moment-là, on a toutes les chances de bien s'intégrer et d'apporter plein de choses à l'entreprise, et puis accepter que les autres nous apportent des choses. C'est-à-dire, là, on revient sur l'idée d'échange, de richesse qui est à échanger. Alors là, c'est plus une richesse marchande, c'est une richesse personnelle, etc. Et c'est ce que je prône et c'est sur quoi je travaille dans mon centre de formation pour combattre les pseudos, les pseudo-conditionnements, les pseudo-croyances, etc. Et voilà, c'est ce que je pense sur le sujet. Merci beaucoup. Je viens avec une question tarte à la crème anti-rides, si je puis dire. C'est qu'on a tous entendu, on a souvent entendu des chefs d'entreprise dire mais attends, c'est juste pas possible, ce jeune qui est arrivé et tout de suite il a demandé est-ce qu'il y a du télétravail ou pas, sinon je pars. Un autre est arrivé, il a dit est-ce qu'il y a des RTT chez vous, sinon je pars. On a l'impression certains en tous les cas ont l'impression d'une inversion complète. Le jeune arrive et demande, exige, là où les prédécesseurs arrivaient et bossaient. Et donc on se dit, est-ce vrai tout cela? Est-ce que tous les jeunes sont comme ça? Est-ce que c'est une génération seulement? Est-ce que c'est quelque chose de circonstance? Dites-moi. Alors, si je peux apporter un éclairage sur les différentes questions qui ont été posées. Alors, j'ai entendu la question, est-ce qu'il existe une jeunesse ou des jeunesses? Je vais y revenir dans un instant, mais Thierry, vous avez parlé de ce qu'on appelle en entreprise la qualité de vie au travail, c'est-à-dire tous les autres avantages que l'on va pouvoir avoir. Et Thierry, pour expliquer aussi ce changement, alors d'abord, il est démographique. Je voudrais quand même rappeler les chiffres de Pôle emploi du mois de janvier dernier. Alors, c'était avant le coronavirus, mais qui expliquait qu'aujourd'hui, une entreprise sur deux en France, sa première problématique à l'époque n'était pas de remplir le carnet de commandes, mais c'était de recruter. Une entreprise sur deux en France. Donc, on sent que ça inverse tout d'un coup la question de l'offre et la demande, et tout d'un coup, l'entreprise comprend que si elle ne fait pas un certain effort,
Et ben, il y a du travail à faire. Et ça, pour les responsables de ressources humaines, alors là encore, Robert en avait parlé tout à l'heure, mais là aussi, il y a deux écoles. On a d'un côté des responsables de ressources humaines qui s'occupent du recrutement, qui voient des jeunes arriver et qui posent cette question, mais attendez, avant qu'on parle du poste, parlez-moi un petit peu de mon équilibre perso-pro dans cette entreprise, et qui, eux, tout d'un coup, vont être effarés de voir qu'un jeune arrive et qui ne cherche pas d'abord à se vendre, à expliquer comment il peut apporter son potentiel à l'entreprise, mais qui demande qu'est-ce que l'entreprise est capable de faire. Alors certains sont choqués par ce genre de comportement et d'autres ont compris que cette question elle est primordiale. Parce que si la réponse ne convient pas, c'est pas la peine de commencer à travailler ensemble, parce que ça finira par s'arrêter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Cette question, elle est essentielle. L'équilibre perso-pro pour que cette jeune génération ne reproduise pas les erreurs passées des parents qu'on a pu évoquer ensemble tout à l'heure, parce que on a parlé d'âge tout à l'heure en introduction, mais moi je voudrais quand même rappeler le quotidien aujourd'hui des jeunes qui ont assisté à leurs parents qui pendant, pour certains, une grande partie de leur vie ont travaillé en étant forts. Mais alors attention, ils disaient certes on va faire de l'effort, mais après on aura du réconfort. Quand on sera à la retraite, on voyagera, on s'achètera un bateau, un camping-car, on fera le tour du monde, enfin on profitera à vivre. Et on a aujourd'hui une jeune génération qui a découvert un spectacle qui est bien plus inquiétant. Ils ont découvert qu'en France, la première maladie grave, c'est à 63 ans. Alors heureusement, on peut en guérir, mais c'est bien de vivre longtemps en France, mais dans quel état allons-nous vivre longtemps? Ça, c'est une question essentielle. Ils ont découvert des parents qui, alors qu'ils pourraient s'arrêter de travailler, pour certains, continuent à travailler, et pas forcément que pour des problématiques financières, mais parce que quand on a donné toute cette énergie à son travail, on y reste. Alors quand c'est pour le plaisir, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Robert, mais génial. Mais quand on y reste parce qu'on se dit, mince, mais si je lâche ce travail, et ma position sociale, et ma reconnaissance dans la société, et mon quotidien, et c'est là où on découvre, par exemple, alors je ne sais pas pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas proches de la porte de Versailles où se tient tous les ans le salon des divorces, car ça existe, il y a un salon des divorces. Eh bien, au salon des divorces, il y a un espace senior parce qu'on assiste à une explosion du nombre de divorces chez les seniors, où des couples se retrouvent à l'âge de la retraite en disant « Mais comment j'ai fait pour te supporter pendant toutes ces années ?» Et la réponse était « Mais chérie, t'étais jamais là. C'est pour ça qu'on a fait nos 30 ans de mariage. » Et là, on découvre tout d'un coup une jeune génération à qui on n'arrête pas de dire « Ce sera dur, vous n'aurez pas de retraite. Vous voulez mettre de l'argent de côté, on va vous mettre des taux négatifs. Vous voulez investir dans la pierre, on va vous mettre des normes à outrance. Ça sera dur et vous allez bosser jusqu'à 67 ans. » Il faudrait être fou aujourd'hui, Thierry. Il faudrait être fou quand on est jeune pour imaginer qu'on va faire sa réussite professionnelle avec le fruit de 42 longues années de surinvestissement en entreprise. Et d'ailleurs, même cette question de la retraite est devenue un conflit de société. Moi, j'entends toutes les semaines des journalistes qui parlent du fléau de la vieillesse de la population. Des journalistes qui disent comment allons-nous relancer l'économie avec une population vieillissante et qui stigmatisent les plus âgés parmi nous. Mais moi, j'ai envie de dire, mais c'est génial si on vit plus longtemps. C'est du progrès, c'est un progrès de la santé, c'est un progrès de la médecine. Mais non, la société, elle pointe le curseur dessus. Eh bien, cette jeune génération, dans ce contexte, elle a qu'un seul choix, c'est de se dire, comme ils n'ont absolument pas envie de refaire les mêmes erreurs que leurs parents, eh bien, ils ont développé un concept magique, Thierry, qui s'appelle la retraite tout au long de la vie. Ça veut dire que cette jeune génération, sa retraite, ils la prennent tout de suite. Et certains parents, certains managers sont des fois sidérés quand ils entendent, par exemple, tiens papa, t'as passé toute ta vie à avoir des rêves, moi je vais commencer par réaliser les miens. Mais je sais que ce sera dur après, je sais que ce sera compliqué, mais moi au moins je vais vivre tout de suite maintenant. Et ça c'est quelque chose qui est tellement fort, la qualité de vie au travail. Moi je rencontre beaucoup d'entreprises, beaucoup de managers qui cherchent à travailler sur le sens dans leurs entreprises. Bien sûr que le sens est important, mais la qualité de vie au travail. Une récente étude qui a été faite en 2018 montre que 1 jeune sur 3 serait prêt à changer d'entreprise pour privilégier une entreprise où il y a des meilleures conditions de qualité de vie au travail. 72% seraient prêts à revoir leurs prétentions salariales à la baisse pour privilégier une entreprise où il y a des bonnes conditions de vie au travail. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses très concrètes à faire en termes de qualité de vie au travail. C'est quelque chose qui est absolument indispensable. Mais attention, c'est pas une baguette magique. La qualité de vie au travail, Thierry, oui, c'est important pour cette jeune génération, simplement pour savoir s'ils vont candidater ou pas dans telle entreprise ou dans telle entreprise. Mais ce n'est pas pour cette raison, qu'ils resteront sur la durée, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Robert, vous-même, du coup, vous êtes resté très jeune tout au long de votre vie, puisque aujourd'hui encore, cette qualité de vie au travail, vous l'avez extrêmement bien protégée, non?
Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de bien-être au travail. Moi, je préfère dire être heureux au travail, mais pas être heureux au travail pour compenser des malheureux quelque part ailleurs, quoi. Et moi, je n'ai toujours vécu qu'un seul jour de ma vie, euh, c'est-à-dire aujourd'hui. Ce qui s'est passé avant aujourd'hui, bah, c'est fini. Ce qui va se passer après aujourd'hui, bah, c'est pas encore là. Et donc chaque jour de ma vie, en fait, n'a été que aujourd'hui. Et donc les jeunes qui prennent conscience qu'il faut être heureux maintenant, parce qu'ils ont vu leurs parents qui n'étaient pas heureux maintenant, mais qui attendaient d'être heureux plus tard, eh ben ils ont bien raison. Simplement, j'ajoute qu'il faut travailler sur les équilibres. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de préparer mon futur, mais je suis en train de préparer mes futurs présents. Voilà. Ce qui n'est pas les futurs aujourd'hui, en quelque sorte. Et donc, du coup, je ne peux pas boire autant que j'en aurais envie, je ne peux pas manger autant que j'en aurais envie, parce que il faut que je lègue à la personne que je serai dans demain, après-demain, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, il faut que je lui lègue un corps et un esprit en bon état pour pouvoir continuer à profiter de aujourd'hui, c'est-à-dire être un épicurien, c'est-à-dire profiter des plaisirs de la vie de façon équilibrée pour en jouir le plus longtemps possible. Et l'entreprise a une grande responsabilité puisque nous passons beaucoup de temps au travail. Même si on prend une retraite tout au long de notre existence par morceaux, on passe beaucoup de temps à travailler, tout comme on passe beaucoup de temps aussi à dormir, donc il faut une qualité du sommeil aussi. Et donc, puisque l'on passe beaucoup de temps au travail, on peut pas se contenter, on peut pas se satisfaire d'être juste bien. Moi, j'ai envie au travail d'être heureux. Et j'ai envie, quand je rentre chez moi, d'être heureux le soir, à retrouver ma femme, que j'aime passionnément, ma fille. J'ai envie d'être heureux de partir au travail. J'ai envie d'être heureux de revenir. Et c'est, enfin, pour moi, ça serait une vision un peu spinoziste de la vie, c'est-à-dire la joie, être joyeux de retrouver des collègues, joyeux de retrouver mes secrétaires, joyeux de retrouver mes enseignants, joyeux de retrouver ma femme le soir. Mais en plus, Noémie, je travaille avec elle. Donc nous, c'est encore différent. C'est-à-dire que on est toujours ensemble et on est heureux comme ça. Voilà, c'est ça. La quête, je pense que c'est vraiment une quête du bonheur tout de suite, quoi, en fait. Mais ce bonheur tout de suite, pas pour sacrifier, pas avec un esprit sacrificiel du futur, tout comme la génération, une certaine génération a vécu un esprit sacrificiel du présent pour le futur. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir un esprit sacrificiel du présent pour le futur ou du futur pour le présent. Voilà. Il faut vivre chaque instant le mieux possible. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de passion, d'envie, de plaisir. Voilà. Et je vous ai dit, mon slogan, c'est le plaisir d'apprendre. Plaisir. Voilà. Le plaisir d'apprendre et d'avancer ensemble. Alors, soudain, les philosophes arrivent. Et là-dessus, j'ai une question. Les jeunes n'ont pas lu nécessairement, je n'ai pas dit qu'ils sont incultes, ils n'ont pas lu nécessairement les philosophes pour pouvoir les appliquer. Ils appliquent sans savoir. Je me trompe, Julien? Ils appliquent finalement, on vient de parler d'Épicure, oui, je veux vivre l'instant présent, oui, c'est maintenant que je vais vivre ma vie, oui, je veux la vivre dans toutes les dimensions, à la fois au travail, mais également là où il n'y a pas mon travail, c'est ma vie, quoi. C'est la notion de vie qui change, non? Mais complètement Thierry, et indépendamment de connaître ou pas les philosophes, on pourrait même poser la question de la philosophie aussi. Il y a une formidable association qui s'appelle SEV, qui fait travailler les enfants sur cette question de la philosophie, et les enfants se rendent compte très jeunes que finalement la philosophie, elle fait partie du quotidien, elle est partout, ils en ont besoin, c'est quelque chose d'essentiel, et ils découvrent que c'est pas du tout cette caricature, ces clichés, ces idées reçues. Et oui, bien sûr, les choses se reproduisent, elles changent sur la forme, certaines avancent masquées, mais finalement les mêmes choses se reproduisent de génération en génération. Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes clés de lecture, effectivement. Alors, est-ce qu'en entreprise, maintenant je me mets à la place du dirigeant, mais je me mets à la place des parents également, ou des grands-parents. Par exemple, si je prends une grand-mère, elle ne parlera pas de la même façon à sa fille ou à sa petite-fille. Si je mets à la place d'un dirigeant, parlera-t-il de la même façon à un senior ou à un jeune? Voilà ma question. Est-ce que finalement, dans l'art de se connecter, de dialoguer,
il y a plusieurs façons de le faire. Je dois être attentif à cela. Julien? Eh ben avec plaisir. Alors, je crois que Robert est notre expert en PNL, il pourra parfaitement caractériser ces différences-là. Moi, j'ai envie de le rapprocher en termes d'enjeux au sein de la famille. On avait commencé comme ça, Thierry, mais moi, j'aime beaucoup, par exemple, assister à un spectacle intéressant des parents d'aujourd'hui qui analysent, observent la relation entre leurs propres parents et leurs enfants à eux. Donc, la relation des grands-parents avec des petits-enfants. Et puis, ils voient leurs petits-enfants qui adorent leurs grands-parents parce qu'ils savent trouver les mots justes, ils savent avoir la bonne qualité dans la relation. Et puis, tout d'un coup, on a les parents entre les deux qui disent « Oui, mais tu te rends pas compte, tes grands-parents, ils étaient pas comme ça avec moi. Quand eux, c'était mes parents et pas tes grands-parents, si tu savais comment ça a été dur pour moi. » Et des petits-enfants qui disent « Mais t'es sûr, mes papiers et mamies, ils étaient comme ça avec toi, mais ça me paraît absolument incohérent. » C'est intéressant de voir quand tout d'un coup les enjeux changent, Thierry. La communication, elle est plus fluide, elle est plus facile. On a des grands-parents qui se disent des petits-enfants, on est là pour donner un coup de main, on est là pour dépanner. Tout d'un coup, il y a moins d'enjeux. La communication, elle est beaucoup plus pratique. Et c'est les parents qui tout d'un coup se retrouvent au front, en première ligne avec cette jeune génération. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, maintenant, ils se forment à la communication non violente. Il y a un vrai travail qui est fait sur la psychologie positive. Enfin, il y a tout un soin qui est pris pour ne surtout pas reproduire les erreurs du passé en termes de communication et de posture même directement. Alors ici, je me tourne vers Robert. Là, effectivement, c'est votre domaine. Et est-ce que là-dessus, pour les parents comme pour les dirigeants, toutes celles et ceux qui doivent communiquer avec plusieurs générations en même temps, dites-nous, Robert. Moi, je pense que la communication avec les personnes, ça va pas être une question d'âge ou de génération, ça va être d'individualiser en fait la communication avec chacun. Nous sommes tous différents. Alors moi, j'ai un grand maître de référence qui s'appelle Milton Erickson, et Milton Erickson disait: avez-vous remarqué comme chaque brin d'herbe est d'un vert différent? Voilà. Et j'aime pas trop l'appellation des jeunes, ceci, cela, parce qu'il y a parmi tous les jeunes certains jeunes qui fonctionnent d'une certaine façon, d'autres d'une autre. Donc chacun a sa psychologie, chacun a ses ressources, chacun a ses faiblesses. Certaines personnes ont besoin et envie d'être autonomes pour fonctionner, d'autres ont besoin d'être soutenues, encadrées, etc. Et donc je n'aurai pas de réponse pour toute une génération. Je pense que j'aurai une réponse individualisée, connaître l'autre, connaître son système de référence. Alors c'est un peu plus complexe que d'avoir des recettes en fonction de l'âge, ceci, cela. Ça nécessite de la part du manager un manager, c'est pas facile parce qu'il doit avoir des connaissances aujourd'hui en psychologie. Être manager, c'est obtenir des résultats avec des hommes, pas avec des machines. Donc, il doit connaître les hommes et pas les jeunes, ceci, cela, mais une personne, communiquer avec elle, apprendre son système de référence, s'adapter à cette personne-là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est passionnant, en fait. Ça va être d'individualiser la communication. Pareil dans la famille, les grands-parents savent bien qu'ils peuvent pas communiquer de la même façon avec tous leurs petits-enfants. Il y en a qui ont telle caractéristique, d'autres telle autre. Ils doivent s'adapter en permanence. Je pense qu'on vit dans un monde, en fait, où on va individualiser les rapports humains. Et c'est ça que je trouve passionnant, en fait. Et y a-t-il cependant des limites, Julien, à ce que vient de dire Robert? Je m'explique. Si je prends par exemple dans un groupe, entreprise, famille, la valeur respect, ça peut quand même être pareil pour tout le monde. Enfin, jeune, moins jeune, normalement, on doit s'entendre sur un contenu. Quand je dis un contenu, un comportement minimum. Possible ou pas? Alors, j'aimerais que ce soit si évident, Thierry. J'aimerais dire que oui, mais comme l'a très justement dit Robert tout à l'heure sur le côté individualisation, on se rend bien compte que tout est du sur-mesure, tout est à détricoter de ces clichés, ces idées reçues, tout est à apprendre à redécouvrir, même le mot respect. Thierry, un jour, j'ai eu la chance d'animer pour une mission locale une séance de réflexion avec un groupe de jeunes sur la question du respect, justement dans cette dynamique-là. Et un jour, j'ai un jeune qui me dit: mais attendez, Julien, finalement, le respect, est-ce que c'est pas simplement faire ce que vous attendez de moi? Mais ça s'appelle de l'obéissance, ça s'appelle de la domestication, c'est pas du respect. Finalement, qu'est-ce que c'est que le respect? On s'est posé la question, personne n'était d'accord, alors que tous avaient le même âge, des histoires, des parcours de vie différents. Et c'était passionnant de se rendre compte que sur cette question du respect, en fait,
waouh, ça part dans tous les sens. Et pour revenir sur cette question d'individualisation, moi, ce que j'ai envie de répondre, et en lien avec le respect, Thierry, c'est qu'un bon manager est un manager qui comprend qu'il ne manage pas une équipe, mais qu'il manage une communauté d'individualité. Et s'il réussit à mettre de côté les clichés, les stéréotypes, s'il réussit à s'outiller pour apprendre à vérifier en permanence qui sont celles et ceux qui constituent mon équipe, mais qui sont celles et ceux qui constituent mon équipe au mois de janvier, il sera différent du mois de février, il sera différent du mois de mars. Et donc, sur tous ces sujets-là, que ce soit sur la question de la valeur du respect, que ce soit sur des questions simples comme l'engagement d'entreprise, l'implication, si on n'est pas vigilant, si on ne fait pas ce travail en permanence, je rappelle quand même qu'on a une jeune génération qui, pour certains, le lundi adore leur job, mardi ils se posent des questions, mercredi ils démissionnent. Bon, jeudi ils regrettent, mais ça va très vite. Et le manager qui prend pas ce temps, qui fait pas ce travail d'écoute, d'analyse, d'observation, et qui reste sur ses valeurs à lui, par exemple sur la question du respect. Moi, j'aime beaucoup cette scène qu'on pourrait imaginer tous. Imaginez, bon, nous sommes samedi aujourd'hui, mais imaginez, vous êtes samedi soir, tiens, au moment du dîner de ce soir, vous posez la question à vos enfants, une question simple. Pardon, vous attendez, imaginez, pardon, 3, 2, 1. Imaginez la scène suivante. Nous sommes samedi soir et votre enfant qui est assis à table vous regarde et vous pose cette question simple. Papa, maman, pourquoi je devrais vous respecter? Question simple, question sincère de votre enfant qui pose cette question-là. Et puis de l'autre côté, on a des parents qui vont commencer à répondre. Alors, comme l'a dit Robert, il y en a certains qui vont dire qu'est-ce que c'est que cette question? Enfin, je suis ton père, c'est comme ça, tu me dois le respect. D'autres, à l'inverse, vont dire mais dis-moi, Julien, pourquoi tu me poses cette question du respect? Et là, Julien, il va pas se laisser faire. Julien, il va répondre attends, papa, fais pas comme au boulot, me réponds pas à une question par une question. Réponds-moi simplement, donne-moi du sens. Bah enfin. Mais enfin, c'est comme ça le respect, c'est comme ça que nos sociétés se développent. Puis attends, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te donne à manger. Et puis attends, c'est moi qui t'ai donné la vie. Mais le Julien, il a pas fini, il a dû répondre. Ben, moi, je vais vous répondre, mais attends, c'est pas qui m'a donné la vie, mais moi, j'ai pas demandé à naître. Enfin, tu voulais des enfants, assume, quoi. Et là, mes parents, alors attention, je pousse la provoque à fond, hein. Mes parents vont tenter de me dire peut-être, mais enfin, Julien, respecte-moi parce que, Julien, je suis ton père et que je t'aime. Et moi, je vais répondre à mon père. Eh papa, l'amour, ça fait 10 ans que tu vis encore avec maman alors que tu l'aimes plus et tu vas me parler d'amour. Ah, mais elle fait mal. Alors attention, je ne fais pas une généralité, mais il y a des fois où ça fait mouche. Et pour tous ces jeunes-là, bah, quand on pose cette question-là, qu'est-ce qu'ils observent? Ils posent une question normale et là où on devrait être en quête de sens, Thierry, on découvre la tentation que certains ont de faire cette bonne vieille méthode des années 90 qui s'appelle la formidable et incroyable méthode des 5C. 5C, Thierry, c'est con, mais c'est comme ça. Ça vient d'en haut, ça descend. Et là, Thierry, cette question du respect, de la justice, de la lutte contre les inégalités qui est si importante pour les jeunes, ça entre en choc, mais c'est terrible. Et il y a des managers qui se brûlent les mains, qui mais j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû faire ça. Et ça saute. Donc, Thierry, même cette question du respect, elle a à redéfinir en permanence. Robert, là-dessus, parce que là, waouh. Oui, en fait, on peut être d'accord sur les mots, mais pas d'accord sur la définition des mots. Et ça, c'est l'énorme problème de la communication. C'est-à-dire que nous sommes tous les uns ou les autres dans un système d'interprétation. Et nous interprétons ce que les autres disent en fonction de quoi? En fonction de ce que nous sommes, en fonction de notre propre système de référence. Et donc, il faut se mettre d'accord sur les choses. Il faut en parler. Voilà, on revient sur l'idée d'échange et autres. On parlait du management tout à l'heure, il y a quelques instants. Et le management, c'est un métier merveilleux, mais c'est un métier ô combien difficile, comme le métier de parent. En quelque sorte, on n'apprend pas à devenir parent. On apprend sur le tas. Puis quand on fait des erreurs, on le sait que beaucoup plus tard. Pour les managers, ça arrive aussi qu'ils sachent beaucoup trop tard, en fait, qu'ils ont fait des erreurs. Mais un bon manager, sous réserve qu'il le puisse, ça serait de rencontrer chaque personne de son équipe et de lui demander, en fait, de lui poser quelques questions, de lui dire aussi qu'elle lui accordera un rôle important dans l'équipe, que l'équipe, quand on manage 6 personnes, par exemple, je prends une petite équipe, en fait, on manage pas 6 personnes, mais 7. On manage chaque individu, comme l'a dit Julien, plus le groupe. Donc ça fait 6 individus plus le groupe, parce que le groupe il fonctionne aussi à sa manière, quoi. Si vous attaquez à l'une des personnes du groupe, tout le groupe peut se rebeller. C'est ce qu'on appelle la systémique, en fait. Hein.
Et bien voilà, c'est la connaissance de chacun. Alors moi, je trouve que l'exemple de Julien est merveilleux parce qu'on a parlé du respect. Mais on le voit bien, par exemple, pour ce qui est d'arriver à l'heure, on retard, etc. On n'a pas les mêmes critères. Donc, on va être d'accord sur le mot, mais pas d'accord sur la définition du critère. C'est ça, en fait, le vivre ensemble, quoi. C'est savoir que l'on est soi-même différent et que les autres le sont, et que mon système de référence, eh bien, il a du sens pour moi, mais il a peut-être pas du sens pour l'autre en face. Donc, il faut que j'aille à la découverte de l'autre, que je sois attentif, que je pose des questions. Là, c'est une sorte d'intérêt, d'amour, en fait, on va dire, mais pas d'amour au sens d'éros, ni amour, c'est amour au sens de philia. En fait, philia, c'est l'amitié. Ou alors d'agapé. Agapé, c'est l'amour du prochain. Alors là, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire respecter l'autre en cela qu'il est différent. Voilà. Et ça serait ça pour moi, le respect, c'est l'acceptation de la différence. Merci beaucoup, Robert. L'acceptation de la différence. Est-ce que le senior, donc la personne plus âgée, lorsqu'elle entend le jeune parler, quelle que soit sa génération, n'a pas l'impression qu'on vient la juger et que donc très vite a la tentation de dire, je vais le dire en termes sobres, il est facile d'être procureur dès lors que l'on n'a jamais tenu le glaive, on n'a pas encore vécu. Julien. Alors, c'est quand même une tentation. Non, mais attends, tu es jeune, tu n'as pas encore vécu. Pourquoi te permets-tu de juger? Je ne sais pas s'ils se sentent jugés. Moi, ce que je ressens, c'est qu'ils s'imaginent de la défiance vis-à-vis, enfin, de la jeune génération vis-à-vis d'eux, de la part de leur comportement, de leur posture, de leur façon de faire. Je vais vous donner un exemple. On va tout de suite comprendre le contexte. Donc, un responsable de la force de vente dans une entreprise, il recrute un jeune collaborateur qui doit être son N-5 ou N-6, voire plus. Donc, ce jeune a 19 ans, et puis ce chef des ventes l'emmène en rendez-vous chez un fournisseur pour lui faire découvrir le métier, etc. Donc, ils y vont, tout se passe très bien. Et puis, sur le trajet du retour en voiture, donc notre responsable des ventes confortablement installé au volant, très bien. Puis tout d'un coup, le jeune lui pose la question dis-moi, Brice, qu'on a été voir là en rendez-vous chez notre fournisseur, c'est quelqu'un de ta famille, c'est un proche, je veux dire, c'est quelqu'un de ton réseau perso. Alors tout d'un coup, notre responsable des ventes, bah non, c'est pas un contact personnel, c'est un fournisseur. Enfin, on se connaît un peu, dans la vie, on est assez proches quand même. Et là, tout d'un coup, le jeune répond ah, ok, mais c'est pour ça que tu m'as fait de la merde en rendez-vous, parce que je me suis dit, mais ça fait des années qu'on veut plus ça, quoi. J'étais en train de me dire, mais il a quel âge, quoi, c'est un truc de dingue, quoi. Pour certains, ce moment est difficile. Et il faut le reconnaître. La posture est compliquée, c'est agressif, on rentre dedans. Et pourtant, on le sait aujourd'hui, cette jeune génération qui le revendique en permanence. Oh, je suis cash, je dis les choses. C'est pas Robert qui dira le contraire, mais moi j'aime bien dire que celles et ceux qui disent moi je suis cash, je dis les choses, je leur rappelle que c'est la première posture de l'agresseur, plus préoccupé sur mon besoin de dire que la capacité de l'autre à entendre. Et là j'entends des managers qui râlent et qui disent mais c'est scandaleux, mais c'est de la provocation. Et c'est là, Thierry, où peut-être ils peuvent se sentir jugés. Et moi à chaque fois je réponds au manager, mais enfin, évidemment ce comportement n'est pas convenable, j'en conviens. Mais en même temps, qu'est-ce qui vous a empêché, vous, quand vous êtes rentré dans la voiture, de préempter, de devancer, de vous retourner devant le jeune et lui poser la question. Alors, on a fait un rendez-vous. Et comment tu m'as trouvé? Qu'est-ce que tu en penses? Puisqu'on sait que ça va venir, anticipons, allons de l'avant, utilisons un de leurs talents pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et c'est ça, pour moi, le défi et le challenge aujourd'hui. C'est de se dire, on a tous des modes de fonctionnement différents. On sait et on l'a vu qu'il existe des générations, qu'il y a des jeunes vieux, des vieux jeunes. C'est tellement compliqué. Observons-les, analysons-les et essayons de traduire cet équilibre-là avec des rituels, des pratiques. Il existe une multitude d'outils pour les managers pour faire ce travail-là. Et ça, pour moi, c'est absolument indispensable. Robert, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, je suis complètement d'accord. Et je crois que le gros danger, finalement, c'est la défiance. C'est-à-dire la préconception que l'on a d'une personne sans la connaître
Je pense que les jeunes ont peut-être peur d'être qu'on ait une mauvaise interprétation par rapport à ce qu'ils sont vraiment, mais je pense que celui qui est senior et qui rentre dans une entreprise se dit ils vont tous me regarder comme un vieux croulant qui arrive. Une femme craint d'être là aussi interprétée que d'une certaine manière, etc. Par rapport aux enfants, au risque de maladie, etc. Les hommes aujourd'hui qui ont des enfants sont comme des mamans, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de manquer le travail, ce qui n'arrivait pas dans la génération d'avant. Ils manquent le travail parce que l'enfant est malade, c'est pas forcément madame, etc. Donc voilà, tout ça rend les choses extrêmement complexes. On se méfie aussi de la couleur des uns ou des autres. Il y a des défiances à tous les niveaux dans notre société, ce qui fait les tensions dont nous entendons parler, plus la religion, etc. Donc, vous voyez toutes les défiances qui existent et qui sont évidemment difficiles. Donc là, pour moi, c'est ce que je prône, c'est se recentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la personne. Et non pas sur son âge, se recentrer sur la personne et non pas sur son sexe, se recentrer sur la personne et non pas sur sa religion, se recentrer sur la personne et non pas sa couleur de peau, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile ou beaucoup moins facile, on va dire, que d'avoir des stéréotypes et de fonctionner de manière automatique. Voilà. Donc on n'a pas moi en tout cas, j'ai plus de réponse automatique pour telle ou telle catégorie ou tel groupe humain. Il y a des gens très différents maintenant et je dirais que même les grands événements qui ont marqué les générations n'ont pas résisté à l'individualisation des comportements, etc. Même s'il y a des tendances, on est d'accord, il y a des tendances, mais il y a tellement d'exceptions que finalement, les exceptions vont finir par devenir la règle. Et donc, du coup, il va falloir changer notre mode de comportement face aux personnes et comme l'a dit très justement Julien, avoir des manières d'aborder l'individu, lui poser des questions, plus de questions que d'affirmations, etc. Éviter les jugements qui nuisent à tout le monde, en fait. Nous sommes partis ensemble du mot génération. Et vous nous avez dit, une génération se caractérise par les événements qu'elle a rencontrés. À partir de là, sa façon de penser, sa façon de ne pas penser a été influencée. Mais très vite, vous êtes arrivé au temps présent en disant tout cela est vrai, et néanmoins, chaque individu maintenant va nourrir son propre équilibre. Et c'est sur ce point-là où il faut travailler, dites-vous, l'un comme l'autre d'ailleurs, chacun avec des exemples ou bien ses connaissances. Vous nous dites, attention, il y a le soi individuel, il y a le soi social. Le soi social, c'est vrai, mais en face de vous, vous n'aurez jamais qu'un seul individu. Donc c'est lui que vous devez écouter, c'est lui que vous devez comprendre. Et vous arrivez maintenant sur des mots encore plus importants, qui sont le mot confiance, le mot écoute, le mot rituel, c'est-à-dire tous ces mots qui me disent empêche-toi de juger, exerce-toi à comprendre. Ce serait plutôt ça la clé finalement de la bonne coexistence et plus encore d'aller chercher la richesse conjointe des uns et des autres, Julien. Complètement. Et Thierry, cette absence de jugement, c'est d'abord et avant tout un exercice extrêmement difficile. Réussir à faire de l'observation neutre demande un vrai travail de discipline. Mais vraiment, j'en imagine tous une maman qui voit son enfant qui fonce en vélo. Le réflexe, c'est tu vas tomber. Bam, ça y est, c'est reparti. Le jugement, il est partout, il est tout le temps. C'est très difficile et moi, c'est pour ça que vraiment, j'invite et j'encourage très fortement toutes celles et ceux qui nous regardent à travailler sur cette thématique de la communication non violente, à apprendre à faire de l'observation neutre. Seulement, Thierry, on peut s'entraîner. C'est facile quand le contexte est convenable et que tout va bien. En ce moment, aujourd'hui, avec le Covid, avec malheureusement les attentats d'aujourd'hui, tout le monde, une grande partie de la population vit une tension à l'intérieur et cette tension empêche
de faire ce travail qualitatif et favorise les automatismes d'habitude qui ressortent. Et on se rend compte que en ce moment, dans le monde de l'entreprise, avec tous les sujets clivants qui arrivent, là par exemple, on le voit avec celles et ceux qui autorisent ou qui n'autorisent pas le télétravail, faire cette vraie observation neutre, Thierry, est un travail qui est tellement, mais tellement difficile. Vraiment, c'est quelque chose de particulièrement complexe. Et moi, j'invite vraiment toutes celles et ceux qui le souhaitent à travailler sur cette expertise-là, cette maîtrise-là. Et nous, celles et ceux qu'on forme sur le sujet, découvrent à quel point c'est facile à comprendre intellectuellement et à quel point c'est difficile à faire en vrai, dans la vraie vie, à titre personnel et professionnel. Ah, et si je me tourne du coup vers Robert, y a-t-il, de votre point de vue, des attitudes, même peut-être des outils, Robert, que l'on pourrait utiliser, voire mieux comprendre sa manière de juger? Oui, alors évidemment, il y a beaucoup d'outils, et parmi tous les outils, celui que j'ai envie de mettre en avant, c'est le questionnement. Julien en a parlé tout à l'heure. Le questionnement va permettre la découverte de l'autre, rechercher davantage ce qui nous rassemble que ce qui nous sépare. On a parlé de système de référence. Il n'y a pas deux personnes au monde qui sont identiques, et donc du coup je découvre une terre inconnue en quelque sorte en discutant avec l'autre et en échangeant. C'est vrai, comme l'a dit Julien, que comme on vit une époque particulière, eh bien les systèmes de défense vont être exacerbés. On va se méfier de l'autre. Si on craint que des emplois disparaissent, eh bien on va se méfier du collègue qui va peut-être rester alors que moi je vais partir. Il y a des tensions qui vont se produire. On voit bien que le Covid amène d'autres tensions, c'est-à-dire que je vais peut-être être contaminé par mon voisin. Les risques d'attentats. Donc là, c'est sur les différences de croyances et d'opinions, etc. Donc on voit bien que les tensions sont là, etc. Moi, je suis d'un optimisme à toute épreuve, et je pense que on va retirer quelque chose d'extrêmement positif de ça. On va souffrir quelques temps. Et ensuite tout va partir, non pas comme avant, mais différemment. Je prône, en tout cas en ce qui me concerne, un développement des techniques de développement humain, etc., de relations humaines, de qualité de vie au travail, etc. Je pense également que les métiers dits techniques vont probablement baisser en termes de besoins parce que l'intelligence artificielle va arriver, la robotique va arriver, etc. Et je pense qu'on va avoir besoin de plus en plus de personnes qui vont prendre soin des autres. Donc ça veut dire un changement de paradigme très très important. Et ça va prendre du temps. Mais on voit bien, par exemple, que pour le Covid, ça va réorienter forcément la recherche vers la recherche médicale. Je pense que des sommes plus importantes seront investies dans le futur sur la recherche médicale. Donc ça veut dire sur l'être humain. On va penser plus au bien-être au travail, mais en fait être heureux au travail. Je pense que tout ça va évoluer dans le bon sens. La société, après toutes les catastrophes, il y a toujours, selon moi, quelque chose qui renaît des cendres en quelque sorte. Mais là, on n'est pas à l'état de cendre, mais ça va renaître à condition d'utiliser l'intelligence humaine, et elle est là, en fait. On voit bien avec tout ce que dit Julien, etc. C'est que on est OK, en fait, pour retrousser nos manches et mettre l'être humain au cœur du système. Alors, l'un et l'autre, cet après-midi, vous avez parlé à des parents. Ils nous écoutent. Vous êtes là, vous tous, fidèles à Bibouda. Vous aviez vos enfants éventuellement autour de vous. Vous avez vécu tout cela. Peut-être aussi, les parents, je m'adresse ici évidemment aux parents, vous êtes peut-être chef d'entreprise, peut-être manager, vous avez des responsabilités et vous dirigez des hommes. J'espère simplement que tous les propos qui ont été tenus vous ont petit à petit apaisé, qu'ils vous ont fait réfléchir, qu'ils vous ont donné des directions pour pouvoir agir ou pour pouvoir se positionner, que vous avez surtout rangé les couteaux à la cuisine, que vous souriez à vos aînés et que les aînés vous sourient. Alors je termine avec une dernière question. S'il y avait un point que vous conseilleriez aux uns aux autres, attention, aux aînés comme aux plus jeunes, un point sur lequel on pourrait chacun agir pour pouvoir vivre ensemble,
travailler ensemble pour pouvoir profiter de l'autre. Dites-moi, ce serait quoi? Eh bien, peut-être moi, si j'en ai un à partager, un outil simple que vous allez pouvoir utiliser cet après-midi, ce soir, à titre personnel ou à titre professionnel pour celles et ceux qui travaillent évidemment ce samedi, quelque chose que j'appelle moi le syndrome Mario Bros. Alors, je vais vous le présenter en quelques lignes pour que vous puissiez avoir une idée concrète de ce en quoi il consiste. Imaginons la scène suivante. Alors, Thierry, je vais vous mettre à contribution. Imaginez que Thierry soit mon père. On est tranquille à la maison, moi j'ai 16 ans, et puis mon père très content de voir que certains magasins ressortent les consoles du passé, vu le contexte, on essaye de d'écouler les stocks, bref, et Thierry est très fier de me rappeler que Thierry, lorsqu'il était jeune, il jouait à la NES, à la Nintendo. Alors, on est installés tous les deux dans le canapé, Thierry rebranche la console, moi je suis assis à côté de lui, je suis très impatient, et puis Thierry me laisse la manette, je prends la manette, je suis en train de jouer, et puis d'ailleurs la manette, ça tombe bien, elle est là, donc moi j'ai la manette, je suis en train de jouer, et autant joindre l'utile et l'agréable, et je suis en train de jouer, et très rapidement, au premier niveau, il y a un grand fossé. Je suis en train de me jeter dans le fossé, je m'apprête à simplement appuyer sur A pour sauter, pour traverser l'obstacle. Et là, Thierry le sait, ça ne suffira pas d'appuyer sur A, il faut appuyer sur B. Oui, mais ça, moi, je ne le sais pas. Mais partant de mes théories de je sais, eh ben écoute, j'y vais, c'est parti. Et au moment où je m'approche du précipice, où la chute est inexorable, Thierry, mon père, qui a passé sa vie en tant que papa hélicoptère, à me protéger, à m'accompagner, à me soigner, à lutter contre mes frustrations, à me le donner, cet iPhone à 1000 euros. J'ai insisté, il a râlé, mais il me l'a donné quand même. Eh bien, Thierry ne résiste pas à la tentation, quand je suis au bord de ce précipice, de me dire « Julien, appuie sur B ». Alors, d'autres qui nous regardent auraient peut-être été tentés de me prendre même la manette pour me montrer. Et ça aurait été l'occasion d'illustrer de nombreuses choses qu'on a évoquées ensemble sur cette vidéo, qui était de Thierry n'a pas résisté à sa tentation de me montrer qu'il sait. Thierry n'a pas résisté à la tentation de me montrer que il a une expérience et que Thierry est persuadé au fond de lui qu'il va conquérir sa légitimité sur moi en me donnant son expérience. Sauf que le problème, c'est que moi, je n'ai rien demandé. Et le pire dans cette histoire, c'est que je ne sais pas que je ne sais pas. Mais Thierry sait que je ne sais pas. Et donc, on va forcément, inévitablement, se disputer, s'embêter, se prendre la tête. Et ça finira sans doute par Thierry qui éteint la console et qui va dire « De toute façon, ces jeunes, on peut rien leur dire, ils sont susceptibles comme pas d'eux, et ils pensent toujours avoir raison. » Et moi, je dirais à mon père « Allez, papa, allez, comme tous ces X, toujours préoccupé à coller son expérience quand on n'a rien demandé, mais quand est-ce que, papa, tu vas me laisser faire ?» Parce que là, on a un sujet qui est passionnant. Là, on se retrouve dans cette configuration-là, et je trouve que cet exemple illustre bien, moi, mon idée de fin. C'est un service qu'on va pouvoir rendre à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui ont des jeunes dans leurs équipes ou à titre personnel, de les laisser faire leurs propres expériences, de ne pas arriver avec la réponse, de les laisser se planter s'il faut. On a cité alors quelques philosophes, je vais prendre Confucius, qui disait qu'il ne sert à rien de donner tous les jours du poisson à un homme, mais qu'il vaut mieux lui apprendre à pêcher. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, pour développer la bienveillance intergénérationnelle, mais laissez-les pêcher. Laissez-les eux-mêmes attraper leurs propres poissons. Et donc, moi, ce que j'ai envie, c'est que Thierry, mon père, que j'aime évidemment, qui a passé son temps à me protéger, et qui a été tellement triste quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas me protéger de tout, et que lorsque j'ai connu ma première déception amoureuse, ma première déception professionnelle, et qu'il n'a rien pu faire, il s'est senti tellement mal. Et moi alors, qui n'avais aucune expérience, mais je me suis effondré sur moi-même, à tel point que certains ont dit « Mais t'as vu Julien dans quel état il se met ?» Mais vraiment, la jeune génération, ils ont vraiment un comportement nouveau et bizarre et très atypique. Et moi, j'avais envie de leur dire « J'ai besoin de faire mon expérience. » Alors moi, le conseil que j'ai envie de vous dire, c'est à toutes celles et ceux qui nous regardent, cessez d'être fournisseurs officiels de poissons. Cessez de donner la réponse parce que vous pensez que vous allez conquérir une certaine forme de légitimité. Et moi, j'ai envie de vous lancer un exercice. Allez, un challenge même, pour être plus précis. Et ce challenge est le suivant. À partir de ce soir, dimanche compris et toute la semaine prochaine et à l'avenir, à chaque fois qu'un jeune viendra vous voir pour vous demander du poisson, et ils sont forts pour ça, résistez à la tentation et à la place de ça, posez-leur 2 questions magiques, 2 questions universelles. Qu'en penses-tu? Que proposes-tu? Et vous allez voir comment cela va tout changer. Et je vous promets, ça va être le début d'une suite incroyable. Et quand Thierry va me dire, bon alors Julien, si on refaisait la scène,
Thierry résiste à la tentation, il me prend pas la manette. Thierry me demande, Julien, qu'en penses-tu? Je lui dis, papa, enfin, tu vois bien, je suis tombé. Thierry va me dire, Julien, que proposes-tu? Je vais dire, je sais pas, je vais regarder sur YouTube. Je vais regarder sur YouTube et je vais dire à Thierry, Thierry, il fallait appuyer sur B. Et là, mon père ne va pas résister à la tentation de me dire, je le savais! On met tout ça de côté parce que ça irait à l'encontre de tout ce qu'on s'est dit ensemble aujourd'hui. Et au lieu de ça, Thierry va prendre le temps de me faire grandir. Qu'en penses-tu? Que proposes-tu? Et un jour, parce que je suis confronté à un vrai obstacle, j'irai voir mon père et je dirai, papa, j'ai tout essayé, je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas seul. Papa, j'ai besoin de toi. Et quand je vais comprendre qu'au contact de mon père, je suis plus intelligent et plus performant, eh bien voilà la coopération intergénérationnelle. Quelque chose de simple. Qu'en penses-tu? Que proposes-tu? Testez-le, observez-le, et peut-être que nous reparlerons prochainement ensemble des résultats que vous obtiendrez. Merci beaucoup, Julien. Robert, qu'en pensez-vous? Que proposez-vous? Alors, moi, j'ai envie de revenir à une phrase. Alors, je pense que c'est formidable tout ce que vient de nous dire, c'est passionnant. J'ai envie de revenir à une phrase très simple que tout le monde prononce, mais on ne l'a pas vraiment senti au fond de soi. C'est on a tous besoin des uns des autres. On entend tous ça. Je pense que la jeune génération, j'aime pas trop toutes ces jeunes générations. La jeune génération a besoin des seniors. Les seniors ont besoin des plus jeunes, etc. On est tous ensemble pour faire quelque chose qui nous apporte le plus grand bonheur possible. Dans ce monde. C'est vrai que moi ce que je propose c'est un état d'esprit en fait, s'ouvrir vers l'autre et le questionner et échanger avec lui. Ne pas regarder les différences, mais regarder les similitudes, ou alors les différences, les regarder différemment, les regarder comme une source d'enrichissement et pas comme une source de conflit. Et puis j'aime bien la phrase de Nelson Mandela qui disait moi je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Voilà. Et donc on apprend de nos échecs. Alors c'est pas une invitation à échouer pour réussir. Il y a plusieurs façons de faire cela, mais c'est normal en fait d'échouer lorsque on a 20 ans, c'est normal d'échouer quand on en a 30, c'est normal d'échouer quand on a 40, 50, 60, 70, 80. Tout au long de notre vie, nous allons échouer parce que nous avons appris à marcher de cette manière-là. J'ai marché, je suis tombé et donc du coup je me suis relevé et j'ai marché différemment. Donc on apprend de nos échecs. Ça serait aussi, moi je vais plus parler d'état d'esprit, voilà, accepter plein de choses, en fait, accepter d'être heureux. Les gens sont pas toujours ok avec ça, même si ça paraît simple. Accepter de vivre aujourd'hui, accepter de s'arrêter lorsqu'on est malade, etc. Accepter, être dans l'acceptation et puis dans l'échange et dans l'ouverture. Moi, je ne peux vous adresser à l'un comme à l'autre un immense merci. On vous écouterait encore pendant des heures. J'espère, vous tous qui nous écoutez, que ça vous a fait encore une fois un grand bien d'entendre tout cela et que vraisemblablement vous allez en parler en famille, en entreprise, etc. Julien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes formateur, vous êtes conférencier, votre structure s'appelle Links. Vous formez des cadres, vous formez des dirigeants précisément sur toute cette matière très complexe, c'est très humaine, qui s'appelle le management et qui est sans limite. Et à titre personnel, mais vraiment, ce que j'espère, c'est qu'un jour, on vous retrouvera également avec un certain nombre de productions sur Bibouda, de façon à ce que vous puissiez partager plus encore votre savoir, votre expérience, et que l'on puisse grandir avec vous. Robert Larsonneur, vous êtes déjà bien connu au sein de la communauté Bibouda, je vais dire ça, et même au-delà, vous êtes un spécialiste entre autres de l'auto-hypnose, technique d'ailleurs qui nous permet à chacun d'augmenter nos motivations. Ce que j'aimerais, c'est que l'on puisse découvrir avec vous et rappeler votre programme Maîtriser l'auto-hypnose. De quoi s'agit-il exactement, Robert? D'ailleurs, c'est un programme que vous développez avec Noémie, votre épouse. Oui, tout simplement, nous avons tous, je l'ai évoqué, des programmes mentaux. Certains de nos programmes mentaux, évidemment, sont très aidants. Quand je pense que je peux réussir plein de choses dans la vie, que je peux apprendre tout au long de mon existence, etc., et que si j'échoue, eh bien, c'est juste une étape sur le chemin de la réussite. Tout ça, ce sont des croyances, des opinions qui sont plutôt
aidante, mais parfois nous avons des programmes mentaux qui nous limitent. La peur d'échouer, la honte, la crainte du jugement des autres, ou des choses comme ça, ou à partir d'un certain âge on n'apprend plus. Et tous ces programmes mentaux en fait ne sont pas figés. On peut les revoir à condition évidemment de les repérer. 2, à condition de les accepter, d'accepter ces programmes mentaux qui dysfonctionnent. 3, d'avoir envie, donc la motivation de changer. Et 4, d'avoir les outils. Alors nous apportons les outils. Donc c'est le point 4. Voilà. Le point 4, c'est les outils pour pouvoir changer les agencements psychologiques néfastes qui me ralentissent, qui me gênent ou qui m'empêchent d'être heureux, tout simplement. Et grâce à l'auto-hypnose, puisque l'auto-hypnose, eh bien, c'est tout simplement l'application de l'hypnose à soi-même, pour soi-même, et par soi-même. Et donc apprendre à modifier ses propres agencements psychologiques. Donc, créer vos séances d'auto-hypnose, c'est du sur-mesure. Vous allez bénéficier, si je comprends bien, de séances spécialisées prêtes à l'emploi. Voici l'offre que vous réservent Noémie et Robert. Moins 40% sur ces produits-là, c'est-à-dire 86 € au lieu de 144 € et avec même un paiement possible en 3 ou en 10 fois. Alors attention, parce que ça, c'est une offre qui est limitée dans le temps. Vous irez bien voir sur le site de Bibouda pour voir jusqu'à quand elle a lieu. Merci beaucoup, encore une fois, à l'un et à l'autre. Finalement, si je devais résumer tout ce que vous nous avez dit en 3 phrases, pour Julien, on va retenir votre clé, votre suggestion, c'est n'oubliez pas, qu'en penses-tu, que proposes-tu? 2 questions qui vraisemblablement vont changer aujourd'hui toute votre journée, mais peut-être même votre vie et votre façon de voir les choses. Et pour, vous avez dit beaucoup de choses, Robert, je retiendrai une chose qui est magnifique et je la glisserai dans une réflexion d'Antoine de Saint-Exupéry. Interdisez l'échec et vous empêchez la victoire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à vous tous qui avez fait confiance à Bibouda aujourd'hui encore. Portez-vous bien. Bon confinement. À bientôt. Et bon week-end.